Ces 2 enfants avaient porté plainte pour harcèlement. Donc, c'est sûr que ça soulève beaucoup de questions. On en discute avec Ghislain Vallière, attaché de presse du service de police de l'agglomération de Longueuil. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait dans ce... premièrement, pouvez-vous nous expliquer comment... c'est sûr que ça laisse tout le monde un peu sur sa faim. Puis là, vous me direz si vous voulez commenter spécifiquement ce cas ou plus généralement, mais c'est très particulier de savoir que quelqu'un qui passe à l'acte et que ça résulte par deux petits bambins là, qui sont tués très sauvagement, avait été arrêté par avant et qui avait un processus de plainte là, qui était en cours, là. Bien, c'est sûr, d'entrée de jeu, j'expliquerai que je ne pourrais pas commenter l'événement en soi puisque nous ne sommes pas au dossier au niveau de mon organisation policière. Mais sur le plan théorique, en ce sens qu'on a, nous aussi, dû faire face à des situations comme celle-là par le passé, le fait qu'il y a une proximité entre l'arrestation et l'événement, je vais laisser les experts au niveau du développement mental d'expliquer ce qui a pu se passer. Mais ce qu'on sait par contre, étude à l'appui, c'est que 2 fois sur 3, lorsqu'il y a un féminicide ou un filicide, il n'y a pas d'événement psychotique qui est relié à ça, là. C'est vraiment souvent de la vengeance, de la colère, de la honte, un mélange cocktail malheureusement explosif, toxique de sentiments qui ne sont pas traités adéquatement ou gérés adéquatement par la personne qui passe à l'acte, malheureusement. Mais est-ce que souvent, il y a une escalade? Bien, il y a une progression, mais on était en discuter ce matin entre collègues. Pour l'expérience qu'il y avait autour de la table, il y en avait quelques dizaines d'années, là. Il y avait de la violence, normalement, avant de passer à l'acte dans des gestes comme celui-ci. Donc, même des gens qui sont dans des organismes qui viennent en aide aux hommes nous disaient que la violence est souvent déjà installée avant que ce geste-là si extrême soit posé par le parent. Donc, c'est pour ça que je suis venu, parce qu'on disait, ce qui était important pour nous, le message, c'est aux victimes qu'on pense aujourd'hui. De dire aux victimes, mais aussi à leur famille, n'hésitez pas à appeler. C'est sûr que ça peut être inquiétant avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est sûr. Mais il faut venir en parler, justement, parce que maintenant, on a des tribunaux spécialisés en violence conjugale. Donc ça veut dire que c'est des professionnels qui ont été formés puis développés justement afin de mieux comprendre le mécanisme qui entoure ces violences conjugales-là, qui sont souvent soutenues par du contrôle coercitif. Quand on suit sa conjointe, son ex-conjointe, lorsqu'on met des applications pour savoir à quel endroit il se trouve avec son cellulaire. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, c'est des gestes de contrôle coercitif. Et le contrôle coercitif, c'est un phénomène qui est peu connu ici au Canada, mais en France, ils sont en train de développer un acte criminel lié avec le contrôle coercitif. Donc ça, c'est intéressant. Donc, les tribunaux spécialisés en violence conjugale, c'est une grande avancée parce qu'on comprend mieux lorsqu'on est sur le banc ou qu'on est les procureurs, qu'est-ce que ça comprend comme contexte? Quel est le contexte d'une VC? Ce n'est pas que l'acte posé, la police est débarquée, a pris la plainte, quels sont les faits, les blessures d'un homme. C'est un contexte, la violence conjugale. Et il faut vivre avec l'ensemble du contexte. Et c'est là que l'analyse doit être faite. Et nos policiers, nous, lorsqu'ils vont débarquer là, dans les premières minutes suite à la plainte de la personne, de la femme, il y a une grille qui a été développée, la grille des risques a été développée par le ministère de la Sécurité publique. Et cette grille-là essaie de comprendre quels sont les facteurs précipitants qui pourraient amener l'homme peut-être à poser certains gestes. C'est-à-dire, en d'autres mots, là, pour être plus clair, là, à qui est-ce qu'on a affaire? Mm-hmm. Et cette grille-là, elle est très importante. Ça, je pense que c'est clair pour tous les corps de police, là. Je ne suis pas le porte-parole de tous les corps de police, là, mais je pense que c'est clair pour tout le monde. Cette grille-là joue un rôle. Elle joue un rôle pour s'assurer de sécuriser la famille au maximum, dépendamment des informations qu'on ressortira de l'analyse de cette grille-là. Et une des choses qu'un de nos cadres m'expliquait, qui gère ces dossiers-là principalement, disait, écoute, une des priorités, c'est de localiser aussi l'individu, là. Donc, vous m'appelez, vous êtes une femme, on va prendre la plainte. Le plus rapidement possible, on va tenter de localiser l'homme. Et c'est pas contre lui. Faut pas qu'il le prenne comme c'est contre moi. Pas du tout. Parce qu'en fin de compte, c'est aussi aller savoir, toi, tu te trouves dans quel état. Parce que toi aussi, tu as peut-être besoin autant d'aide et de soutien que la conjointe et les enfants. Donc, c'est aussi dans ce sens-là. Et il faut arrêter de voir le problème d'un seul angle.
il y a une victime, il y a un suspect. En fait, c'est une famille qui vit une crise. On doit protéger les gens qui sont vulnérables dans cette situation-là et la personne qui est agressive de façon verbale ou physique envers les membres de cette famille-là, la conjointe, les enfants. On doit, elle aussi, l'encadrer, elle aussi l'aider et la soutenir. Mais j'entends dans votre... Est-ce que votre préoccupation à vos collègues et vous, c'est que cette histoire-là, justement, dont on parle, ce drame-là dont on parle beaucoup, peut-être amène des victimes, des femmes qui sont présentement dans une situation de harcèlement ou de violence à ne pas porter plainte ou à éviter de porter plainte en disant est-ce que le calcul que je dois faire dans ce drame-là, c'est que ça a été un peu l'essence sur le feu? Est-ce que ça a été l'événement qui a fait bousculer ça? Est-ce que j'entends que votre message, c'est n'hésitez pas à porter plainte, au contraire? C'est exactement cela. C'est de dire aux femmes, aux parents, aux frères et sœurs, aux collègues de travail, aux meilleurs amis, qui en sont au courant ou qui perçoivent des signes avant-coureurs, de parler et d'appeler. Il y a SOS Violence conjugale. Il y a également, chez nous, on a Entraide pour hommes, une équipe absolument géniale avec Geneviève Landry et son équipe. Il faut parler des événements. Et lorsqu'on en parle à des professionnels comme ces organismes-là ou qu'on appelle notre service de police de notre région, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Nous ne sommes plus seuls, mais surtout, on est entouré de professionnels qui ont un vécu et qui savent comment prendre chacun des dossiers avec leurs particularités. On aide des centaines de femmes, des milliers de femmes à travers le Québec chaque année. Oui, il est arrivé l'événement qu'on a connu ce week-end qui est malheureux, mais plusieurs d'entre elles ont réussi à trouver une quiétude à travers tout cela grâce à l'aide et au soutien des gens. Mais pour ça, il faut faire le premier appel. Mais qu'est-ce qui peut faire que dans une situation, dans celle de Yannick Lamontagne, justement, où il y a une plainte qui a été portée pour harcèlement 2 jours avant, que la plainte n'ait pas été jugée suffisante pour, en tout cas, de toute évidence, la sécurité pour lui et pour son ex-conjointe n'était pas suffisamment élevée pour qu'il y ait une intervention qui soit, plus sérieuse, qui soit faite. Il a été remis en liberté et on connaît la suite aujourd'hui. Ça prend quoi comme type de preuve quand on porte plainte pour que ce soit pris vraiment au sérieux puis que notre sécurité soit prise en considération? Tous les dossiers sont pris au sérieux. Ça, c'est clair. La formation, tant dans les cégeps qu'à l'École nationale de police, que lorsqu'ils arrivent dans nos corps de police, c'est un des dossiers, la violence conjugale, où il y a beaucoup de formation qui est donnée pour justement sensibiliser autant les jeunes femmes que les jeunes hommes qui entrent dans nos rangs policiers de l'importance d'être à l'écoute de la personne, de bien maîtriser ce qu'est la grille dont on parlait tantôt au niveau des risques précipitants. Donc, c'est pris au sérieux. Et c'est pris au sérieux à un point tel que le gouvernement en a même fait des tribunaux spéciaux. Donc, oui, c'est pris au sérieux. On a des équipes d'enquêteurs qui travaillent sur une base régulière, qui sont dédiées à ces dossiers-là. Donc, mais à savoir, dans quelques dossiers que ce soit, parfois, parfois, il va arriver que les conjoints ne seront pas maintenus en détention. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la détention, c'est un cas d'exception. On détient seulement dans quelques cas en particulier. Sinon, la règle générale, c'est de libérer normalement. Donc, si la personne et c'est au juge de le déterminer, là, dans ces cas-là, de dire, écoute, effectivement, il y a un endroit pour rester, il ne sera pas en contact avec la dame est sécurisée, etc. Et c'est à l'analyse de plusieurs éléments qu'on va libérer l'individu. Mais dans le cas où on pourrait sentir qu'il y a un risque de passage à l'acte ou de récidive, il va être maintenu détenu. Donc, il y a ce une risque-là analyse n'avait qui pas est été évalué. Est-ce que ben là, je ne sais pas dans ce dossier-là. Je tiens à préciser. Oui, non, moi, je comprends dans bien. ce dossier-là, je ne peux pas me prononcer. Je vous Absolument. parle de façon générale. Mais de façon générale, je comprends bien ça mais encore là, force est de constater qu'Yannick Lamontagne était en liberté. Est-ce que c'est un contexte de mauvaise évaluation ou est-ce qu'une situation peut évoluer à ce point-là, rapidement, en 48 heures, que quelqu'un qui a été évalué et jugé pas dangereux se retrouve dans un tel drame familial à tuer ses 2 enfants de façon complètement horrible 48 heures plus tard? Là. L'évaluation de tous les dossiers, quels qu'ils soient, est faite à partir des éléments dont on dispose au moment où on fait l'analyse. Je veux dire,
on peut pas, il n'y a personne qui est devin, qui peut deviner la réaction de l'autre personne. La personne, je donne l'exemple d'une personne qui est suicidaire. Parfois, il y a des gens qui vont attendre jusqu'à 6 mois. Ils ont pris leur décision qu'ils allaient faire un passage à l'acte envers eux. Et c'est 6 mois plus tard qu'ils le feront. Mais les derniers 6 mois avant, ils sont en pleine quiétude. Tout le monde dit, mais non, il allait même mieux, il était de bonne humeur, Oui, parce que sa décision était prise et la personne était sereine face à cette décision-là. Donc, on ne peut pas toujours, dans tous les cas, savoir, et même si on est un professionnel de la santé mentale, on ne peut pas toujours savoir ce que pense la personne et de quelle façon elle va réagir. Maintenant, on aura probablement à regarder, et j'espère qu'il y aura des études qui vont se pencher sur les cas des récentes années, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas tant d'études que ça au niveau des filicides. Quels sont les éléments qui pourraient nous permettre de comprendre que nous ne maîtrisons peut-être pas encore aujourd'hui? Et je pense que c'est avec l'analyse des dossiers des 5-10 dernières années qu'on devrait pouvoir essayer de tenter de trouver des pistes pour détecter. Mais j'entendais des gens qui sont proches de l'entourage dire qu'ils n'avaient rien vu. Donc, et c'est le cas dans d'autres dossiers où on a vu qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur. Mais je pense que, et pour l'avoir lu dans des études, la masculinité se sent menacée parfois dans des dossiers de rupture de couple. On sent qu'on perd notre identité parce qu'on ne sera plus à 100% père, parce qu'on aura une garde partagée. On ne sera plus à 100% conjoint parce que là, on n'a même plus de vie de couple. Et c'était principalement la chose qui nous épanouissait, nous identifiait le mieux. Lorsqu'on le perd, qu'est-ce qui arrive? Là, on se cherche. Donc, est-ce que c'est ça l'élément? Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas un expert à ce niveau-là, mais je peux vous dire que dans la plupart des cas, ce qu'on semble constater au niveau des études, c'est que c'est un geste de vengeance. Comment évaluer la vengeance? Comment évaluer le taux d'agressivité face au passage à l'acte de la vengeance? Ça, c'est plus difficile. En terminant, M. Vallière, je vais vous demander, est-ce que, comme les corps policiers, de façon générale, on sait toute la pression qu'il y a dans le réseau de la santé, tout le manque de ressources aussi de personnel qu'il y a dans le réseau de la santé, est-ce que vous avez accès aux ressources nécessaires quand vient le temps, justement, d'évaluer une situation comme ça? Ben oui, non seulement on a la capacité parce qu'on a développé un très bon partenariat sur notre territoire, mais rapidement, je vous dirais qu'on a développé la cellule crise chez nous. Donc, si vous êtes une intervenante à la DPJ, dans le système des CI3S ou, exemple, dans le milieu scolaire ou carcéral, vous détectez suite à une intervention ou une conversation que il y aurait peut-être un risque de passage à l'acte en contexte de violence conjugale, vous appelez tout de suite vos partenaires. Et ça se fait rapidement. On l'appelle justement la cellule de crise, c'est pas pour rien. On se mobilise très rapidement. On a voulu aplanir les échelons entre nous au niveau des courriels puis des protocoles. On a voulu l'aplanir pour agir rapidement parce que ces dossiers-là, le temps est un facteur important. Et on évalue en équipe, puis on regarde est-ce qu'on doit intervenir et qui le fera. Mais en stratégie concertée. Ça, c'est une grande avancée aussi. Malheureusement, ça a pris quelques féminicides pour nous amener à se mobiliser, mais à tout le moins, restons sur la marque que nous nous sommes nettement améliorés à ce niveau-là. Ghislain Vallière, attaché de presse du service de police de l'agglomération de Longueuil. Merci beaucoup. Merci. Ne ratez plus rien. Tout ce que vous